Dans cette première histoire, on va voir le récit de David. David nous dit qu'il avait 7 ans, que son frère en avait 10, et qu'il vivait tranquillement dans une maison avec sa famille. Le père travaillait dans une entreprise de construction, du coup il était rarement là le soir et la nuit. Du coup, quand il faisait nuit, il n'y avait que la mère, David et son frère. C'était une maison classique, on avait la cave, le grenier, le rez-de-chaussée et les chambres, elles se trouvaient à l'étage. La mère de David et son frère avaient pour habitude la nuit de se réveiller pour aller aux toilettes. Ayant un sommeil assez léger, David les entendait à chaque fois qu'il se levait, donc bon, il disait que c'était un peu relou quand il dormait profondément. Une nuit, il entend son frère se lever pour aller aux toilettes. Du coup, David, ça le réveille, il remarque que son frère se déplace dans la maison, et il entend qu'à un moment son frère s'arrête, il ne va pas jusqu'aux toilettes. David, qui était un peu frileux la nuit, à chaque fois demande à son frère ce qu'il fait. Cette fois, ça n'a pas échappé à la règle, il demande donc à son frère ce qu'il fait. Son frère répond « J'essaie juste d'aller aux toilettes avant de m'endormir ». Les nuits suivantes, David n'entend plus son frère se lever la nuit pour aller aux toilettes. Sachant que c'était une sorte d'habitude quand même pour son frère, il est assez étonné. Du coup, il lui demande qu'est-ce qui se passe. Et son frère dit que la dernière fois qu'il allait aux toilettes, la fameuse nuit que je viens de vous dire où il lui a demandé ce qu'il faisait, le frère raconte qu'il a vu un homme habillé avec des vêtements à rayures au bout du couloir. Ça l'a un peu terrorisé, du coup il est allé directement dans sa chambre, ça lui a un peu mis un coup de pression, du coup il ne va plus aux toilettes la nuit. David en parle à sa mère parce qu'il pense que son frère lui raconte des histoires de fantômes pour essayer de l'effrayer, mais sa mère dit qu'elle n'est pas au courant. Ça traumatise littéralement David au point que avant il allait tranquillement dans sa chambre, maintenant quand il arrive à l'escalier, il court à chaque fois pour se réfugier dans sa chambre pour éviter de croiser ce fantôme, cet individu, on ne sait pas trop ce que c'est pour le moment. Je peux comprendre que quand t'as 7 ans, c'est pas forcément une vision que t'as envie d'avoir. Et là, on va avancer des années plus tard, quand David a 18 ans. David est dans la voiture avec sa mère et ils ont une petite conversation concernant leur chien. Il l'avait quand il était encore tout petit, maintenant il ne fait plus partie de ce monde, du coup, il se remémore un petit peu des souvenirs. À un moment donné, la mère dit « Tu te rappelles quand j'ai ouvert la porte à la police et que le chien s'est précipité pour aller chercher son sac de croquettes et qu'il a tout défoncé ?» Là, David il se dit « Mais attends, de quoi elle parle ?» Parce que lui, ce souvenir, ça lui dit rien du tout. Et là, la mère, elle fait un regard en mode « J'ai peut-être fait une boulette ». Et du coup, elle répond à David « C'est vrai, je t'en avais jamais parlé. Tu étais trop jeune à ce moment-là, mais maintenant tu as l'âge de savoir ce qui s'est vraiment passé. Un jour, j'ai entendu du bruit venant de l'extérieur de ma chambre, je me suis réveillé et j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui me regardait au travers de la porte. J'ai allumé les lumières, ce qui a fait fuir l'homme, je me suis emparé de l'arme de ton père et j'ai appelé la police. Je ne me souviens pas de tous les détails que je leur ai donnés quand ils sont arrivés. C'était un homme grand qui portait des vêtements à rayures, il avait des cheveux noirs plutôt courts, quelque chose comme ça. La police avait répondu que ça correspondait à la description d'un homme, donc ce n'est peut-être pas un fantôme, qui était recherché dans le secteur. Il semblerait que cet homme se soit enfui de prison, où il avait été condamné pour meurtre. La police avait retourné la maison, et ils avaient retrouvé cet homme caché dans le grenier de la maison. Et c'est là qu'on va avoir plusieurs éléments qui vont nous révéler un petit peu ce qui s'est passé, c'est qu'en fait cet homme s'était infiltré dans la maison quand la famille était absente par une fenêtre qui avait été laissée ouverte, il s'est caché dans le grenier et en fait la nuit il sortait de sa cachette pour aller se servir un peu dans les placards pour se nourrir. La police l'a bien sûr trouvé dans le grenier parce qu'ils ont retourné la maison et en fait David, en mettant un peu tous ces éléments ensemble, se rend compte que son frère il n'a pas vu un fantôme quand il est allé aux toilettes le soir. Il a vu l'homme qui venait de descendre du grenier pour aller se servir dans les placards. Donc en fait sans le savoir, ce jeune garçon a averti la famille quand il a dit qu'il avait vu quelqu'un, qu'il y avait justement, il n'a pas dit un meurtrier mais un individu dans la maison et personne ne l'a cru. Très cool. David ne se souvenait pas de l'arrestation de cet homme quand la police est venue parce qu'en fait il était chez ses grands-parents à ce moment-là. Mais bon, quel plaisir de savoir que t'as un meurtrier échappé de prison qui vit chez toi. Je pense que ça c'est le genre d'invité qu'on rêve tous d'avoir. On peut se le dire clairement, David et sa famille ont eu la chance que cet homme ne récidive pas avec eux. Dans cette seconde histoire, on est en 2017 et on va voir le récit de Carla qui avait 17 ans au moment des faits. Sa famille était en recherche d'une nouvelle maison, ils en ont visité une et trouvé une qui leur plaisait. Du coup ils étaient en train de parler achat avec les propriétaires de la maison qui était un vieil homme, qui avait l'air très gentil, il avait construit la maison de ses mains, mais il était assez étrange aux yeux de Carla. Et vous allez comprendre pourquoi. Carla, elle s'en foutait totalement des conversations sur le prix et tout. Du coup, elle était restée dans la voiture. Mais elle voyait l'homme qui avait un comportement assez étrange. En face des parents, il a été tout souriant, mais dès que les parents détournaient le regard ou qu'ils se retournaient et que les parents ne voyaient plus son visage, il changeait d'expression et, selon les dires de Carla, il avait une expression carrément sinistre. Parfois, l'homme jette des petits coups d'œil à Carla qui se trouve dans la voiture, mais bon, leurs regards ne se croisent jamais parce que Carla fait genre qu'elle est sur son téléphone, mais elle regarde du coin de l'œil quand même ce qui se passe. Carla en a parlé à sa mère lui a dit que c'était étrange, mais c'était juste peut-être que étrange. Elle n'a pas posé plus de questions que ça à ce moment-là. Donc finalement, la famille de Carla obtient la maison,
il s'installe tranquillement, tout va bien. Un week-end, la famille se rend à l'église, mais Carla n'y va pas parce qu'elle ne se sent pas très bien. Elle reste donc seule à la maison, on est dimanche matin, aux alentours de 11 h, quand elle entend un bruit étrange qui va attirer son attention. Elle entend un gros bang venant de l'extérieur. Les sons sont assez répétitifs et ça semble venir du côté de la maison, au niveau du deuxième étage. Carla se trouve à l'opposé, donc dans un premier temps, elle se dit que c'est peut-être le vent. Arrêtez de penser à chaque fois qu'il y a un bruit que c'est le vent. À chaque fois que vous entendez un bruit étrange, il y a quelqu'un chez vous, ok? Bon, après, il y a des éléments qui vont en faveur de cette théorie parce qu'il pleuvait. Cette journée n'était pas une très belle journée niveau météo. Au bout de 5 minutes, le bruit s'est arrêté. Et 10 minutes plus tard, elle entend des bruits, encore plus étranges que ceux qu'elle a entendus juste avant parce que ce sont des bruits de pas dans la maison, aux alentours des escaliers. Et là, elle entend également des chaises bouger, les placards de la cuisine qui s'ouvrent, le frigo qui s'ouvre, et je peux vous dire que c'est pas quelque chose de paranormal. Carla flippe totalement, elle ferme sa porte de chambre, elle la ferme à clé, elle prend sa batte de baseball et elle appelle la police tout de suite. Pendant qu'elle est en ligne avec l'opérateur du 911, elle envoie un message à sa mère lui disant qu'il y a quelqu'un dans la maison, et qu'elle a appelé le 911. La maman lui répond qu'elle est en route pour revenir, sauf qu'elle est à 30 minutes de trajet de la maison. Il peut s'en passer des choses. La police dit qu'ils envoient quelqu'un qui sera là d'ici 10 minutes. Également, il peut se passer pas mal de choses en 10 minutes. Il faut savoir que le sol de la maison, généralement, est fait en plancher. Donc ça veut dire qu'on entend vraiment bien les bruits de pas. Et Carla est capable un peu de traquer où se trouve l'individu dans la maison par rapport à ça. Là, Carla se dit que pendant au moins 10 minutes, elle est livrée seule à elle-même. C'est une jeune fille, pas très grande, de 17 ans. Donc elle se dit que s'il y a un mec qui débarque dans sa chambre et qu'il la voit avec sa batte de baseball, en 2 secondes, elle est désarmée, elle est foutue au sol. Elle est terrifiée, du coup elle décide de se cacher dans un coin de sa chambre en position fétale. Elle essaie clairement de devenir invisible, faire comme si elle était plus dans la maison. Carla entend les bruits de pas qui se rapprochent de la porte de sa chambre et elle voit que la poignée de sa chambre bouge. Clairement, l'homme essaye d'ouvrir la porte de sa chambre, mais la porte étant fermée à clé, il n'y arrive pas. Les murs étant assez fins, elle entend l'homme derrière la porte qui attend là, silencieux, qu'elle en entend même sa respiration. Ce moment a dû durer 10 secondes, mais pour elle, ça lui a paru une éternité. Après ces 10 secondes, elle entend que l'homme rebrousse chemin et s'en va. Elle entend la porte arrière de la maison s'ouvrir et claquer, signe que l'individu est parti de la maison. À peu près 3 minutes après, la police arrive. Il faut savoir que Carla est toujours au téléphone avec le 911, et le 911 lui demande: est-ce que vous pouvez sortir pour nous ouvrir ou est-ce qu'on doit défoncer la porte? Sachant qu'il y a la police, qu'elle a l'impression que l'homme est parti, elle se dit je vais ouvrir. Elle va donc ouvrir la porte au policier, qui va chercher un peu dans la maison, voir s'il n'y a pas des choses inhabituelles, et il remarque qu'il n'y a aucune entrée qui a été forcée, il n'y a rien du tout qui pourrait être alarmant. Étrange, sachant qu'il y avait quelqu'un dans la maison. La mère de Carla arrive sur les lieux, arrive à la maison, et elle demande au père s'il a changé les serrures dernièrement. Le père lui répond que non, et c'est là qu'on pourrait trouver un élément de réponse sur ce qui vient de se passer dans la vie de Carla. On va y venir. Avant ça, la mère a remarqué que dans l'allée de la maison, il y avait des empreintes de pas qui continuaient à l'intérieur de la maison et qui s'arrêtaient net devant la porte de chambre de Carla. Ces empreintes de pas étaient assez mystérieuses parce qu'elles correspondaient à des pieds qui étaient bien plus larges que tous ceux qui vivaient dans la maison. Et les policiers n'ont pas laissé d'empreintes de pas, donc c'était clairement pas eux. Les suppositions de la famille de Carla par rapport à cette histoire, c'est qu'en fait la personne qui vivait dans la maison avant eux avait un double des clés. Les serrures n'ayant pas été changées, cette personne pouvait rentrer tranquillement à sa guise dans la maison. Cette personne a dû également surveiller un petit peu les lieux pour remarquer que la famille était partie à l'église, mais il ne devait pas se douter que Carla était là. En tout cas jusqu'au moment où il remarque que la porte de sa chambre était fermée. Peut-être a-t-il entendu que Carla était au téléphone avec la police, ce qui a fait qu'il est parti, mais en tout cas on ne sait pas trop quel était son mobile, pourquoi il était dans la maison. Visiblement c'était une sorte de cambriolage, il a fouillé dans les placards, dans le frigo, ou peut-être qu'il cherchait juste à faire comme s'il était chez lui à se servir, à se faire sa petite bouffe tranquille. En tout cas, on ne sait pas si c'est l'ancien propriétaire, celui qui a été un peu creepy à la vente de la maison, c'est possible, ou un individu totalement haute qui louait peut-être à ce propriétaire avant ça. Ça reste un mystère. En tout cas, vous, si vous achetez une maison un jour, changez les serrures. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Parce que des doubles de clés, honnêtement, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Dans cette troisième histoire, on va voir cette fois-ci le récit de Nathalie. Nathalie a déjà eu plusieurs expériences plutôt dérangeantes dans sa maison, avec des personnes étranges, comme par exemple un homme qui vient frapper à sa porte la nuit très fort en demandant à la voir, ce qui a fait qu'elle s'était cachée dans la maison parce qu'elle avait totalement peur, qu'elle était interdite par ses parents d'aller seule dans le jardin, ou encore un homme qui a tapé à la porte d'entrée avec un couteau pensant que c'était la maison d'un des voisins, il avait un compte à régler. Donc voilà, on va dire elle n'a pas eu une vie des plus tranquilles, et justement tous ces petits événements, petits tout est relatif, a fait qu'elle était assez précautionneuse maintenant
dans ses agissements. Elle fait toujours très attention quand elle ouvre la porte d'entrée, elle fait attention quand elle est seule à la maison, et surtout la nuit. Mais là, l'histoire que je vais vous raconter, c'est apparemment, selon elle, la chose la pire qui lui est arrivée parmi tout ce qu'elle a vécu. Il était 18 h en octobre 2018, on est au Royaume-Uni, donc il commençait déjà à bien faire nuit. Nathalie venait de rentrer du travail, et elle était en train de regarder des vidéos YouTube dans sa chambre. Sa mère, qui était au rez-de-chaussée, a crié qu'elle allait sortir pour aller récupérer son petit frère et qu'elle passerait ensuite faire le plein de la voiture parce qu'elle commençait à manquer d'essence. Elle demande à Nathalie si elle veut venir, mais Nathalie n'a pas envie, du coup elle dit qu'elle préfère rester à la maison. Jusque là, rien d'anormal. Nathalie entend sa mère fermer la porte d'entrée, monter dans sa voiture et quitter l'allée de sa maison et partir. Elle avait 17 ans au moment de ce récit, du coup rester à la maison seule, c'était quelque chose dont elle avait l'habitude. Elle avait l'habitude de ne pas faire attention à des petits bruits qu'elle pouvait entendre, donc voilà, elle était totalement sereine. Mais après 10 minutes que la mère soit partie, elle commence à entendre des bruits qui vont attirer son attention en bas des escaliers. Dans un premier temps, elle pense que c'est son chat qui est en train un peu de mettre le bazar en bas, en train de chercher de la nourriture. Elle se dit ça pendant une seconde parce qu'elle remarque qu'en fait le chat il est tranquillement en train de taper sa meilleure sieste en bas de son lit. Donc à moins que le chat ait le pouvoir de se cloner, c'est pas lui. Là Nathalie met en pause sa vidéo et elle prête un peu plus attention au bruit qu'il y a en bas de chez elle. Elle a l'impression que quelqu'un tape sur sa porte arrière. Visiblement, les portes arrière dans les maisons, c'est pas le bon deal. Instantanément, Nathalie tremble de peur et elle entend ensuite un autre bruit, le bruit de clé un peu qu'on balance. Vous savez, le gling gling gling. Et là, Nathalie se dit, attends, peut-être que je me fais des frayeurs pour rien, c'est peut-être ma mère qui a déposé mon frère et est ensuite reparti pour aller faire le plein d'essence. Et que du coup, tous les bruits qu'elle entend, c'est le frère qui essaye de rentrer dans la maison. Nathalie retourne donc à sa vidéo, elle décide d'oublier le bruit qu'elle entend. Elle se dit que parfois c'est vrai que son frère peut être assez énervé quand il rentre, du coup c'est possible qu'il claque la porte, qu'il jette ses clés. Elle se dit donc qu'il n'y a peut-être pas de quoi s'inquiéter. Mais étrangement, le son de bruit de porte qui tape et le bruit des clés continue. Après les clés, c'est comme si en fait on les prenait, on les secouait, on les relâchait. Et c'est ça en continu. Donc là, ça intrigue quand même vraiment Nathalie. La peur qu'elle avait réussi un peu à dissimuler en se disant que c'était son frère commence à réapparaître. Elle commence à se dire clairement c'est pas lui, c'est pas mon frère. Nathalie prend son courage à deux mains, elle sort discrètement de sa chambre et s'assoit sur l'escalier pour entendre un peu mieux ce qu'il se trame. Clairement, c'était pas le frère. Et Nathalie commence un peu à avoir une crise de panique parce qu'elle est le genre de personne qui dès qu'elle entend un bruit inhabituel dans la maison, elle pense directement au pire. Elle se dit c'est un serial killer qui est là qui va me tuer. Nathalie serre les dents et décide d'aller voir ce qui se passe. Le bruit vient de la cuisine donc elle décide, discrètement bien sûr, de s'en rapprocher. Il faut savoir qu'en fait la porte arrière qui se trouve dans la cuisine donne directement accès au jardin. Nathalie jette donc un petit coup d'œil pour voir ce qui se passe et là elle entend un gros bang et elle entend des bruits de pas assez précipités qui s'éloignent de la maison. Sur la porte justement dans la cuisine qui donne accès au jardin, il y avait une chatière. Vous savez, une petite porte que les chats peuvent emprunter pour sortir ou rentrer dans la maison à leur guise, sans que t'aies toi besoin à chaque fois de leur ouvrir la porte et tout. Et bah là, cette chatière, elle était arrachée, totalement défoncée, il y avait des bouts de plastique partout par terre. Et là, Nathalie comprend qu'en fait, quelqu'un essayait de rentrer dans la maison en utilisant cette chatière. Nathalie était déjà paniquée, là c'est pire. Elle décide donc d'essayer de ne pas penser au pire que ça pourrait être. Du coup, elle monte en haut des escaliers, elle s'assoit, elle appelle sa mère pour demander si c'est peut-être elle qui avait fait tout ce carnage. C'est le petit frère qui a répondu au téléphone parce que la mère était au volant. Nathalie a demandé « Est-ce que vous êtes à la maison ?» et le petit frère répond « Non, pas encore ». Nathalie essaye vraiment de comprendre ce qui s'est passé. Vraiment, elle ne veut pas penser au pire, du coup elle dit « Est-ce que vous êtes sûr? Ne me faites pas une blague, est-ce que vous êtes à la maison ?» Le frère répète que non, et Nathalie a du mal à croire. Enfin plutôt, elle ne veut pas le croire. En fait, elle veut s'auto-convaincre que tout ça n'est qu'une vaste blague. Sauf que le frère au téléphone comprend qu'elle est totalement paniquée, du coup il lui dit d'appeler la police. C'était pas un frère qui était super protecteur avec sa sœur, du coup elle se dit que s'il dit ça, c'est qu'il faut le prendre au sérieux. Nathalie remonte dans sa chambre, ferme la porte, elle se cache un petit peu, elle appelle la police, elle leur explique tout ce qui s'est passé, et là, elle réentend les bruits qu'elle avait entendus auparavant, les sortes de bangs, venir de la cuisine. Du coup, elle panique totalement. Elle dit à la police de venir le plus rapidement possible. La mère, le frère et la police arrivent plus ou moins en même temps. Évidemment, ils ne trouvent rien du tout. Les gens étaient déjà partis depuis bien longtemps. Peut-être qu'ils avaient entendu les sirènes ou les voitures se garer. En tout cas, ils sont partis. La police a un petit peu investigué et ils ont tout de suite compris ce qui s'était passé. En fait, de l'extérieur de la maison, sur la porte arrière, on avait une sorte de petite fenêtre où on voyait du coup un meuble où il y avait les clés justement de cette porte arrière qui étaient posées. Les individus, cambrioleurs ou on ne sait pas trop, mais en tout cas les individus
qui voulaient entrer dans la maison ont pris une branche et en fait essayaient d'attraper les clés par la chatière pour ouvrir la porte et s'introduire dans la maison. Ce qui explique les fameux bangs, c'est qu'en fait c'est la chatière qui tapait à chaque fois. Et pourquoi aussi on entendait les clés bouger, tomber, se secouer, c'est que des fois ils arrivaient à toucher les clés, mais ils rataient leur coup à chaque fois. Après, c'était pas des cambrioleurs très doués. Le but de ces individus, c'est de choper les clés par la chatière, tout simplement. Sauf qu'à un moment donné, dans leur manœuvre, ils ont pété le bout de bois qu'ils avaient, ce qui fait qu'en fait, ils ont pété la poignée de porte. Ce qui rendait totalement impossible l'ouverture de la porte de l'extérieur de la maison. Ces cambrioleurs ont été arrêtés peu de temps après, parce qu'ils étaient encore dans le quartier. Mais voilà, c'est une histoire où Nathalie a eu vraiment beaucoup de chance. Et pour se rassurer, elle nous dit d'éviter de garder les clés de nos maisons à vue de l'extérieur quand on est absent. D'ailleurs, même quand on est là, on sait jamais. Et voilà les amis, petite histoire d'intrusion qui font un peu froid dans le dos, on va pas se mentir, hein. Dans cette première histoire, on va voir le récit de Hugo. Hugo avait 11 ans au moment des faits et il était seul à la maison avec son petit frère de 7 ans. Il était 21 h, il faisait sombre, il pleuvait des cordes et chacun des deux frères était en train de lire tranquillement dans leur chambre. Leur chambre se trouvait à côté de la porte d'entrée et les deux jeunes ont entendu quelqu'un qui a sonné à la porte. Rapidement après la sonnette, quelqu'un a toqué à la porte. La personne était visiblement pressée qu'on lui ouvre la porte. Dans un premier temps, Hugo se dit que ses parents sont rentrés. Normal, ça semble logique. Mais il se dit que c'est étrange qu'ils n'utilisent pas le garage pour entrer dans la maison parce qu'ils étaient en voiture. Ils avaient également leurs clés donc ils auraient pu rentrer tranquillement. Hugo se dirige donc vers la porte d'entrée, il regarde par la fenêtre et il voit qu'il n'y a pas leur voiture. Il ne voit rien à part de la pluie. En approchant de la porte, il entend une voix d'homme qui n'est pas la voix de son père. C'est pas très rassurant quand t'es petit. Qui dit: est-ce que vous voulez des cookies? On vend des cookies de ma fille qui est scout. Je sais pas s'il y a ça en France, mais en tout cas aux États-Unis, je sais que ça se fait généralement, des enfants qui viennent toquer aux portes pour vendre des cookies pour des associations, pour les scouts. Du coup, Hugo se dit, c'est étrange, pourquoi quelqu'un viendrait vendre des cookies alors qu'il pleut des cordes? Et en plus à 21 h, ça n'a pas de sens. Il ne dit rien, et du coup, il regarde au travers du Judas le petit trou sur la porte. Il a un choc au cœur en voyant ce qu'il y a derrière la porte. Il voit un homme, mais pas la petite fille. Un homme assez imposant d'une 50aine d'années. Il ne voit pas non plus de boîte de cookies. Et là, Hugo nous dit qu'il se souvient avoir eu une sensation très étrange où il s'est dit immédiatement: attends, est-ce que j'ai fermé toutes les portes de la maison? Du coup, en courant, il est allé vérifier que tout était bien fermé. Et il revient. Et il se dit qu'il a fait quand même pas mal de bruit. Du coup, le mec qui est derrière la porte, il a dû entendre quelque chose. La seule chose qui séparait Hugo, son frère et le monstre, c'était la porte d'entrée avec ses deux verrous. L'homme continue de parler. Il dit: vous êtes sûr que vous ne voulez pas de cookies? Ils sont pourtant faits maison. Ils sont bons. Et pendant qu'il dit tout ça, Hugo lui se dit: attends, est-ce que j'appellerai pas la police par hasard? Et là, Hugo va penser encore à autre chose, il va se dire: attends, mon frère n'a pas fermé son volet et il a la lumière allumée. Donc, sachant que la porte est juste à côté de la chambre, il peut voir facilement à l'intérieur de la maison. Et en plus de ça, il peut facilement voir ce que fait son frère. Il entend des bruits de pas de l'autre côté de la porte et il comprend qu'en fait l'homme se dirige vers là où est son frère. En courant, il se dirige vers la chambre de son frère et il voit effectivement l'homme qui regarde à l'intérieur de la maison, plus précisément à l'intérieur de la chambre par la fenêtre. Hugo, il n'a que des bons réflexes, il éteint la lumière de la chambre de son frère et il va vite fermer le volet. Et là, pendant quelques instants, il se retrouve vraiment face à face avec l'homme. Une fois qu'il a fermé le volet, il a couru encore une fois dans toute la maison pour fermer tous les volets. Hugo dit à son frère de se cacher dans une des armoires. Il fait passer ça pour un jeu parce qu'il ne veut surtout pas l'apeurer en lui disant ce qu'il se passe vraiment. Pour quelque raison que ce soit, le fait qu'il pense vraiment à la sécurité de son frère, il n'appelle pas la police, ni même ses parents pour leur dire ce qu'il se passe, il est vraiment sur le moment présent à se dire: il faut que je protège mon frère et que je protège la maison. Hugo a ensuite attendu derrière la porte à checker ce que faisait l'homme jusqu'à ce qu'il s'en aille. Aujourd'hui, quand il repense à ce qui s'est passé ce soir-là, ça lui donne toujours des frissons. Et depuis ce jour, Hugo se dit que ce soir-là, il aurait pu se passer vraiment beaucoup de choses néfastes s'il n'avait pas réagi à temps. Et depuis ce jour, sa plus grande peur, c'est qu'un inconnu comme cet homme arrive à aller à une porte qui est déverrouillée avant que Hugo, lui, ne se rende compte qu'elle était déverrouillée et puisse assurer sa sécurité. Clairement, Hugo a eu que des bons réflexes parce que quelqu'un de lambda aurait pu aller à la porte, ouvrir la porte naturellement, plutôt que de regarder qui c'était, essayer d'analyser un petit peu la situation. Personnellement, j'ai pas de petit trou sur la porte, donc si on toque à la porte pour voir qui c'est, je suis obligé d'ouvrir. Donc si ça avait été moi dans ce cas-là, je serais peut-être pas là pour vous faire des vidéos quoi. Mais bon, j'aurais dû en venir sûrement au pugilat. Dans cette seconde histoire, on va voir le récit de Georges. Georges avait 21 ans au moment des faits et il venait d'être policier. Il venait d'être largué par sa copine, du coup un de ses amis lui a conseillé de se mettre sur Tinder pour voilà passer un peu le temps et essayer de se changer les esprits. Sur Tinder, il a matché avec une fille qu'il trouvait plutôt jolie et du coup, à force de parler, ils se sont donné une fois rendez-vous. La fille lui avait proposé d'aller dans un lieu où ils pourraient regarder ensemble les étoiles et du coup elle lui propose
que George vienne la récupérer chez elle et qu'ensuite ensemble en voiture ils se rendent sur les lieux. Donc la fameuse nuit du date vient, George est tout excité, il va chercher son date chez elle, elle aussi semble tout excitée, elle s'est apprêtée, donc tout semble se profiler au mieux. En voiture ils parlent ensemble, il y a un bon feeling et ils arrivent finalement là où ils doivent regarder les étoiles. Ils sont dans la voiture, c'est un terrain un peu vague et à un moment donné George remarque quelque chose, des lumières au loin qui arrivent doucement dans sa direction. La voiture qui est arrivée c'est une voiture assez large, une sorte de van qui s'est garée devant David, ce qui l'empêche de partir plus loin. David se dit il est temps de porter mes cacahuètes, il sort de la voiture, il part à la rencontre du conducteur du van et lui demande est-ce que tout va bien. Au volant c'est un homme tout à fait normal, rien d'anormal, il n'était pas creepy ou quoi que ce soit, et du coup George demande à cet homme s'il pouvait reculer un petit peu pour que lui ensuite puisse partir tranquillement. L'homme très poli dit que c'était le propriétaire du terrain. Il dit qu'il ne voulait pas les effrayer, mais en fait, il était juste venu s'assurer que ce n'était pas des chasseurs, parce que parfois des chasseurs venaient sur son terrain pour chasser, et il en avait marre du coup, il voulait juste être sûr que ce n'était pas des intrus indésirables. George lui assure qu'ils sont là pour faire un petit date, juste regarder la nature et les étoiles, et du coup, le conducteur du van lui dit « Ok, très bien, je vous souhaite une bonne soirée, passez un bon rendez-vous », et il s'en va. Après ça, George remarque que son date, la fille, envoie des SMS en non-stop. Presque une heure plus tard, George revoit au loin des lumières, des phares de voiture, qui viennent dans sa direction mais très vite. George a le réflexe de démarrer sa voiture et de se mettre dans une position un peu défensive, pas face à la voiture mais un peu de côté pour qu'il puisse partir si jamais il y a un problème. La voiture qui arrivait devant arrivait tellement vite qu'elle s'est arrêtée net devant lui au point qu'elle allait presque toucher sa voiture. Il se rend compte que c'est le même van qu'il y avait une heure auparavant avec le même conducteur au volant et là, chose étrange, la fille qui était avec George sort de la voiture et court en direction du van. George se dit je me suis fait ken. Je me suis fait prendre dans un traquenard. Il faut savoir que George étant nouveau dans le métier de policier, il se sentait un peu invulnérable. Il était jeune et policier, du coup il disait qu'il pouvait tout gérer comme situation. Du coup il sort de sa voiture et demande aux deux individus, le conducteur et la femme, de se mettre au sol. Bien sûr, aucun des deux n'obéit, ce qui ne semble pas anormal, et le conducteur du van sort de sa voiture et fonce à toute allure sur George. Il arrive à plaquer George au sol et fort heureusement George arrive à le repousser et à se relever. Là il voit la femme qui était avec lui se diriger vers l'arrière du van et sortir une barre en métal. Pire date Tinder ever, y a pas d'autre mot là. Les filles qui prévoient de faire ça sur votre profil, mettez bien attention, j'ai des copains qui ont des vannes et je vais chercher des barres de fer dans leur coffre, on sait jamais. Comme ça on sait directement à quoi s'attendre. La fille dit qu'ils ont un pistolet pour foutre la pression et elle ordonne à George de lui donner son argent et sa voiture. Et s'il fait ça, il ne sera pas blessé. Honnêtement moi je trouve que c'est pas le meilleur deal du monde. George se sent invincible et dans sa mentalité où il est policier, il peut tout faire, du coup il répond non. Et là, étrangement, la femme commence à pleurer et elle dit qu'elle ne veut pas le blesser. L'homme qui conduisait le van s'est relevé, s'est dirigé vers l'arrière de la voiture et là, George va dire que c'est un policier. Il sort son arme de service et leur oblige une seconde fois à s'allonger sur le sol. Après un moment de choc, parce qu'au début en fait il ne savait pas du tout que George était policier, il s'exécute. George appelle la police, le 911, il donne son nom et son immatriculation, son badge quoi pour l'identifier. Il disait qu'il avait deux individus dangereux à portée de tir et qu'il avait besoin de renfort. Il a donné à l'officier qu'il avait en ligne les meilleurs conseils pour se rendre là où il était, mais pendant qu'il était au téléphone, les deux personnes qui étaient allongées sur le sol s'enfuient. Encore une fois avec sa mentalité de policier invincible, il décide de leur courir après. Il décide de poursuivre l'homme parce qu'à un moment ils se divisent et l'homme lui court dans la forêt. Il l'a poursuivi pendant au moins 30 secondes jusqu'à ce qu'il entende trois grands pop et il voit des sortes de flashs. En fait, il se faisait tirer dessus. Du coup, George fait totalement demi-tour, il retourne à sa voiture aussi vite que possible et il se casse. George retourne à l'emplacement où il avait récupéré son date au début du rencard, là où il était censé habiter, et les deux officiers qui sont venus à son aide, c'était son sergent et son officier qui l'avait entraîné. Bien sûr, ils l'ont tanné en lui disant que c'était imbécile d'avoir fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire courir après les gens comme ça, sans renfort, et ensemble, ensuite, ils reviennent là où tout s'est passé. Le van était toujours là, les autres policiers ont dit à George de se la fermer pour pas qu'il soit repéré, et ils ont commencé à fouiller le van. Dans le van, il y avait de la meth, de la drogue, et du coup, à un moment donné, ils ont trouvé quelque chose d'assez particulier. Ils ont appelé George qui était à l'arrière de la voiture pour qu'il vienne voir ce qu'il y avait dans le van, et il était assez peureux d'aller voir ce qu'il y avait, parce que ses supérieurs, ses collègues avaient le teint très pâle, ils étaient très horrifiés de ce qu'ils avaient trouvé. À l'arrière du van, il y avait du ruban adhésif, plein de couteaux, il y avait des armes, enfin tout un arsenal qui te ferait plutôt peur quand tu vois ce qui s'est passé juste avant. Là les policiers appellent encore du renfort et des inspecteurs pour enquêter sur tout ça. Et aussi ce qui était assez horrifique par rapport au coffre du van, c'est qu'il y avait des traces de sang. Après enquête il s'avérait que ce n'était pas du sang, mais je suppose qu'en tout cas si tu tombes sur tout ça, je pense que t'es pas très serein. Tu te dis que les dates Tinder ça va peut-être terminer rapidement. Du coup cette affaire a été transmise à un autre service qui allait vraiment enquêter de manière approfondie sur ce cas-là. Et du coup, depuis, George n'utilise plus jamais de service en ligne de rencontre.
je pense que ça lui a servi de leçon, clairement. En même temps, c'est assez fou. Déjà, il y a déjà eu des traquenards un peu comme ça, hein, sur des histoires, sur des threads, j'en ai déjà vu, par rapport à des applications de rencontres où en fait les gens, on essaie de les droguer ou des trucs comme ça, mais quelque chose de la sorte où le mec il a carrément un van avec des armes, et attention, c'était pas que des petites armes, il y avait des couteaux, des pistolets, il y avait même un fusil d'assaut. On est aux États-Unis quand même. Donc autant vous dire que ça donne pas très envie de s'inscrire sur Tinder. Après, Georges a eu aussi beaucoup de chance parce que sa mentalité est certes positive, il est dynamique, ça on va pas lui reprocher, mais en tout cas il a failli risquer sa peau quand même, hein. Malheureusement on ne sait pas si les personnes ont été arrêtées, on suppose que non. Pour le moment, donc, si vous allez aux États-Unis et que vous voyez un van, faites attention à vous. Les amis, maintenant on va se plonger dans le récit de Scott. Il ne se souvient plus quel âge il avait au moment des faits, mais il se souvient juste qu'il était assez petit pour s'asseoir sur le siège bébé des caddies dans les supermarchés. Ça s'est passé dans les années 90, fin 90, début 2000. Du coup, il était en train de faire les courses avec sa mère, sur le siège pour enfants, dans un magasin qui s'appelle Costco. C'est un magasin qui ressemble en fait à un gros entrepôt et en fait on va trouver des produits pas chers parce qu'ils sont vraiment en très grande quantité. Scott nous dit que sa mère avait pour habitude en fait quand elle faisait ses courses de poser son caddie au début de l'allée, faire toute l'allée aller-retour et récupérer son caddie. Donc Scott est tranquillement sur son siège enfant, il joue à la Game Boy Color pour ceux qui connaissent et du coup à un moment la mère pose son caddie dans un coin et elle lui dit qu'elle va aller regarder les fruits et légumes et du coup elle va revenir. Scott lui dit pas de problème parce qu'il trouve pas forcément ça effrayant, il la voit s'il y a besoin donc no souci. Elle est partie depuis quelques minutes, il est absorbé par sa console de jeu. Et du coup, il remarque pas que sa mère revient. Le caddie recommence à bouger. Et il se dit, bah, elle est revenue, cool, elle a été rapide. Sauf qu'il se trompait. Cette femme n'était pas sa mère. Au bout de quelques instants, il remarque dans sa vision périphérique des ongles avec du vernis rouge. Sauf que sa mère ne met jamais de vernis. Et c'est ça qui va l'interpeller. Il regarde donc la personne qui pousse le caddie. Et il voit que c'est une femme un peu plus vieille que sa mère. La femme a les cheveux noirs comme sa mère mais elle n'avait pas la même coiffure, elle avait du rouge à lèvres, les dents jaunes et elle sentait une odeur qu'il ne connaissait pas quand il était petit mais une odeur vraiment qui puait clairement. Il sait que ce n'est pas sa mère, du coup il le dit très fort, il lui dit t'es pas ma mère. Et là elle rigole, elle regarde autour d'elle et elle pousse le caddie encore plus vite. Là encore plus fort Scott redit ce n'est pas ma mère et là la femme regarde encore autour d'elle et là elle regarde Scott avec des yeux en mode je vais te tuer et elle lui dit mon chéri à quel jeu joues-tu? Je suis ta mère. Il faut savoir que dans le magasin où ils sont les étagères ne sont pas très grandes donc tu peux facilement voir les gens autour. Du coup ce que fait Scott c'est qu'il cherche sa mère. Il la voit quelques ranges plus loin au rayon des fruits et légumes et aussi fort qu'il le peut il crie maman. Là la mère en tant que son fils l'appelle du coup elle regarde un peu autour et la femme qui poussait le caddie elle pose sa main justement sur la bouche de Scott pour l'empêcher de faire du bruit. Elle regarde un peu autour et elle voit qu'elle est totalement cramée, du coup elle s'enfuit en courant. La mère elle arrive justement en courant là où est Scott et elle n'a pas vu la dame. Du coup elle lui pose 1 million de questions, elle lui dit mais qu'est-ce que tu fais là, comment ça se fait, comment tu t'es retrouvé ici, elle lui pose 1 million de questions et Scott lui totalement traumatisé commence à pleurer. Il pense qu'en fait sa mère va l'embrouiller parce que le caddie a bougé et elle aurait dit que c'était de sa faute, mais pas du tout, elle le rassure. Scott explique la situation à sa mère, explique qu'une dame a poussé le caddie et que ce n'était pas elle. Du coup, ils vont voir les agents de sécurité pour dire ce qui s'est passé. Et du coup, effectivement, sur la caméra de sécurité, on voit bien la femme qui pousse le caddie et qui s'en va seule, sans essayer de kidnapper un autre enfant. Et du coup, on va dire que l'histoire se termine bien. Scott est rentré chez lui tranquillement, mais après il se pose actuellement, vu qu'il a grandi, beaucoup de questions. Pourquoi l'avoir choisi lui? Est-ce que cette femme les suivait et qu'elle a profité justement de ce moment d'inattention de la mère pour l'enlever? Qu'est-ce qui se serait passé si la femme avait vraiment réussi à l'enlever? Est-ce qu'elle en aurait fait son fils? Est-ce qu'elle l'aurait vendu? Est-ce qu'elle en aurait fait des choses beaucoup plus malsaines? Est-ce qu'elle l'aurait tué? Ça reste un mystère, et heureusement on ne veut pas le savoir. Dans ce premier récit, on va voir l'histoire de Louis. Louis avait 9 ans au moment des faits, et avec sa sœur, il participait à des classes de natation. Un soir, sa mère est allée les récupérer, les a ramenés à la maison, elle leur a dit de vite se doucher et de se changer pour ensuite aller faire les courses dans un magasin de la ville. Il faut savoir que la famille de Louis, quand ils vont au restaurant, ont tendance à rester assez longtemps. Je sais que comme ça peut être assez hors contexte, mais vous allez comprendre. Du coup, quelques jours plus tôt, alors qu'ils étaient au restaurant, ils étaient restés assez tardivement sur les lieux, et en rentrant chez eux après avoir passé une bonne soirée, ils se sont rendus compte que quelqu'un s'était amusé à couper des tuyaux à l'extérieur de la maison. Ils ont donc demandé à un des employés du restaurant, car effectivement le restaurant où ils allaient c'était le leur, de justement réparer les dégâts qui ont été causés. Revenons à notre histoire. Il est donc 18h30 et Louis monte donc à l'étage pour aller prendre une douche et enlever le chlore de la piscine qu'il avait sur lui. Sa sœur, elle, est dans sa chambre en train de se changer. Louis est tranquillement en train de prendre sa douche quand tout d'un coup, il entend la porte de la salle de bain qui s'ouvre. Il se dit que c'est sa sœur qui est dans la salle de bain pour sécher ses cheveux, pour se coiffer avant d'aller faire les courses au magasin. Avec la vapeur d'eau et le rideau de douche, Louis ne voit pas qui est dans la chambre, mais voilà, ce sont ses suppositions. Et du coup, on va se dire, mais est-ce que c'est vraiment sa sœur ?
il se pourrait bien que non. Louis demande à sa prétendue sœur ce qu'elle fait dans la salle de bain et il n'a pas de réponse. Mais quelques secondes après avoir posé sa question, son rideau de douche s'ouvre et il voit un homme qui saute dans sa douche, qui enlève son t-shirt et l'enroule autour de la tête de Louis. Louis, naturellement, il crie, il a très peur. La mère de Louis, qui était au rez-de-chaussée, entend les cris de son fils. Elle se précipite dans la salle de bain et elle est assez terrifiée par le spectacle qu'elle a devant elle parce qu'elle voit un homme qu'elle ne connaît pas dans la douche avec son fils. La mère hurle, l'homme se retourne vers la mère, il sait qu'il est pris au piège. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il pousse la mère et il part en courant vers la porte arrière de la maison et s'enfuit. La police, bien sûr, a été appelée, mais ils n'ont jamais retrouvé l'individu qui s'était introduit dans la douche de Louis. Mais en tout cas, ce que la petite famille suppose par rapport à l'intrusion de cet homme, c'est qu'en fait, quand l'employé du restaurant a réparé la tuyauterie de la maison, il aurait laissé la porte de la maison ouverte et c'est là que l'homme serait entré dans la maison et se serait caché jusqu'au moment des faits que je vous ai racontés. Après, on ne sait pas vraiment quelles étaient ses intentions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles n'étaient pas forcément très saines. Et on peut comprendre que quand tu es tranquille en train de te détendre dans ta douche, t'as un mec que tu connais pas qui arrive comme ça, tu flippes. Personnellement, c'est pas là que j'ai envie forcément de faire des rencontres. Après ces événements, bien sûr, Louis a été traumatisé par la douche. Il avait peur de s'y rendre tout seul. Est-ce qu'on peut en vouloir à Louis ? Je ne pense pas. Le père de famille s'est procuré une arme à feu pour défendre sa famille. Tout le monde est devenu un petit peu paranoïaque, mais voilà, au fur et à mesure du temps, ça a quand même allé mieux. Ils n'ont jamais eu affaire de nouveau à cet homme, et il se pose quand même quelques questions, notamment quelles étaient ses intentions, hein. Ça reste assez mystérieux. Nous on se pose la question, il se pose la question, tout le monde se pose la question, on dirait. Toi aussi tu te poses la question, et toi aussi. Toi je sais pas, mais toi aussi tu te poses la question. Il y a beaucoup trop de questions sans réponse. Bah évidemment, ah là là, se faire attaquer dans sa douche quand même. Tu vois, déjà te faire attaquer dans ta maison c'est chaud, mais en plus quand t'es à la douche, c'est comme si tu te fais attaquer alors que t'es aux toilettes. Les intrus n'ont pas d'honneur. Dans cette seconde histoire, on va voir le récit de Arnaud. Arnaud vivait dans un appartement, dans un bâtiment qui était constitué de 3 étages. Lui était au 2e étage et il faut savoir que tous les appartements étaient connectés par un vide sanitaire. Une soirée, alors que le soleil se couchait, Arnaud marchait dans son appartement quand quelque chose a un peu attiré son attention. Il vivait aux États-Unis, donc vous savez, aux États-Unis, sur certains immeubles, on a des sortes d'escaliers de secours en cas d'incendie qui sont collés aux fenêtres. Vous voyez déjà peut-être où je veux en venir. Arnaud se baladait donc tranquillement et là il voit une femme à sa fenêtre justement de secours qu'il regarde de l'extérieur de son appartement. Là on commence direct. Au bout de quelques instants, Arnaud se rend compte que la femme avec les reflets du soleil qui se couchait ne le voit pas, mais qu'en fait elle est en train d'essayer de s'introduire par la fenêtre dans son appartement. Arnaud prend la décision de s'allonger sur le sol pour essayer de se cacher au maximum. Son cœur bat déjà très vite. Il continue d'avoir un aperçu sur la femme qui se trouve à la fenêtre et il voit bien qu'elle essaye concrètement d'ouvrir la fenêtre de son appartement. Arnaud ne sait pas quoi faire parce qu'il est allongé sur le sol et son téléphone se trouve dans sa chambre qui est dans une autre pièce. Après avoir patienté ce qui était une éternité mais ce qui était en réalité que quelques minutes, la femme est finalement partie. Mais cela ne veut pas pour autant dire que c'est la fin de l'histoire. Arnaud se relève, se dirige donc dans sa chambre pour récupérer son téléphone. Il envoie un message à son propriétaire et appelle la police. La police le prévient qu'ils vont venir sur les lieux pour voir ce qu'il se passe. Du coup Arnaud se sent un peu plus en sécurité et il décide de revenir dans la pièce à vivre de son appartement, là où tout s'est passé. Arnaud se rapproche de la fenêtre, celle où il a vu la femme, pour voir s'il la voit, peut-être en bas de l'immeuble en train de partir, enfin en tout cas pour essayer de la localiser. Et pendant qu'il regarde, à un moment donné, il entend un bruit venir juste au-dessus de sa tête. Permettez, je regarde quelque chose. Les frissons sont bien là. Arnaud dans son appartement, il a un plafond un peu décollable, vous savez, le plafond de base et en dessous on a des sortes de petites dalles qu'on peut enlever. Je sais pas si vous voyez un petit peu de quoi je parle, mais en tout cas c'est ce qu'il a. Et justement le bruit dont je vous ai parlé attire son attention, il décide donc de jeter un petit coup d'œil, de quoi se faire encore plus peur, il était déjà pas très serein dans cette situation, et il voit justement une dalle du plafond qui commence à se lever. Et juste quelques secondes plus tard, il voit 2 yeux qui le regardent. Arnaud reconnaît immédiatement les yeux de la femme qui le regardait par la fenêtre, et là, 1 million de questions se posent dans sa tête. Mais la première, c'est comment elle s'est retrouvée là. Il ne comprend pas comment elle a fait pour passer de la fenêtre à l'intérieur de son plafond. Arnaud est en panique, il décide de se ressaisir, il prend son courage à 2 mains, il se saisit d'un balai, la chose qui était la plus proche de lui, et il commence à frapper la femme avec. Et là, le hasard fait extrêmement bien les choses parce qu'au moment où la femme tombe du plafond, la police toque à sa porte. Arnaud fonce à la porte pour ouvrir aux policiers, sauf que malheureusement le temps qu'il déverrouille sa porte et que la police rentre, la femme avait eu le temps d'accéder à la fenêtre, celle où elle regardait de base, pour s'enfuir. Les policiers ont donc retourné l'appartement, ont regardé dans le plafond, mais ils ne l'ont pas retrouvé, ils n'ont trouvé aucune trace
de cette femme. Bien sûr, même à l'extérieur de l'immeuble. Mais ce n'est que quelques jours plus tard qu'il va y avoir quelques éléments de réponse. C'est qu'en fait, un autre voisin a aperçu cette femme sur justement sa fenêtre de secours, sur le fameux escalier de secours. Et il a appelé la police, mais là, la police est intervenue rapidement. Forcément, ils étaient aux aguets parce qu'ils avaient déjà eu un signalement par rapport à cette femme. Et cette fois-ci, ils ont pu l'arrêter. Ils l'ont retrouvé effectivement sur l'escalier de secours et les policiers ont dit à Arnaud que cette femme en fait était totalement défoncée et qu'au moment de son arrestation, elle avait d'ailleurs été plutôt violente à leur rencontre. Donc qui sait ce qu'elle aurait pu faire à Arnaud si elle avait pu effectivement s'introduire dans son appartement. On ne sait pas, ça restera un mystère. En tout cas, Arnaud, ça l'a quand même pas mis bien de voir que quelqu'un qui se trouvait à l'extérieur de sa maison et que bien que sa porte d'entrée était fermée à clé, puisse quand même s'introduire chez lui. Donc Arnaud, peu après ces événements, a pris la décision de déménager. Et ça, c'est tout à son honneur. On le comprend totalement, je pense. Personnellement, je sais qu'on peut rentrer chez moi par mon plafond. Je peux te dire que je quitte l'appartement dans les plus brefs délais. Parce que là, on a une femme totalement défoncée qui s'introduit chez toi. Bien qu'on ne connaisse pas ses intentions, c'est pas cool. Mais imagine ce serait un tueur, un kidnappeur, quelque chose de pire que juste une femme qui s'introduit chez toi comme ça. Bah ce serait peut-être potentiellement dangereux pour ta vie, non? Dans cette dernière histoire, on va voir le récit de Barbara, qui était une jeune fille de 17 ans au moment des faits. Elle était au lycée, elle vivait dans une maison assez grande. Elle vivait seule dans la maison avec ses parents parce que ses frères et sœurs étaient partis déjà de la ville où ils vivaient pour leurs études. Barbara nous dit que c'est une femme qui a le sommeil léger. Typiquement, elle n'est pas comme moi déjà. Déjà parce que c'est une femme, et de deux parce que j'ai le sommeil lourd. C'est-à-dire qu'en fait, le moindre bruit va la réveiller. Et c'est pour ça qu'elle nous dit qu'elle a l'habitude de se réveiller à différents moments de la nuit et qu'elle n'est pas surprise des fois d'ouvrir les yeux et de se rendre compte qu'il est 3 h du matin parce qu'elle a entendu juste quelque chose tomber dans sa chambre. Du coup, elle nous dit qu'un soir, elle dormait, elle a été réveillée à 3 h 15 du matin. Elle est un peu confuse parce qu'elle ne comprend pas ce qui l'a réveillée. Parce que généralement, quand elle se réveille la nuit, elle entend un boom, elle regarde, elle voit quelque chose qui est tombé par exemple. Et là, ce qu'elle entend, c'est des sortes de bruits de pas. Vraiment très léger, comme si quelqu'un essayait de faire le moins de bruit possible, et ces bruits semblent venir de l'extérieur de sa chambre. Le lit de Barbara est parallèle à sa porte de chambre, donc ils sont assez proches. Elle entend les bruits de pas qui se rapprochent de plus en plus de sa porte, et elle se dit naturellement que ça doit être ses parents. Je pense que dans cette situation, on se dirait tous ça. Elle se dit donc qu'ils doivent être là à checker quelque chose, mais elle ne sait pas forcément quoi. Et là, ce qui va un peu l'intriguer, c'est qu'elle entend la poignée de porte se tourner vraiment très délicatement. Elle se dit toujours que c'est ses parents qui essayent de faire le moins de bruit possible pour ne pas la réveiller. Et là, dans un grincement, la porte s'ouvre, encore une fois très lentement, et Barbara entend un craquement parce qu'en fait sa porte, qui est un peu vieille, peu importe que tu l'ouvres rapidement ou pas, elle fait un grincement. Là, elle voit une sorte de silhouette rentrer dans la chambre, et là, elle se dit encore une fois que c'est ses parents, jusqu'au moment où elle va entendre le bruit d'une lampe de poche qui est allumée, vous savez, une sorte de claque. Et là, elle est terrorisée. Elle commence vraiment à transpirer, elle est dos justement à l'ouverture de la porte, du coup on peut pas voir si elle dort ou pas, alors qu'en fait elle est très bien réveillée, et elle se rend compte qu'il n'y a pas une personne, mais plusieurs. Barbara nous dit qu'elle a déjà pensé à ce qu'elle ferait si ce genre de situation arrivait. Elle se disait qu'elle devrait faire la fille badass, à les attaquer, à crier, vraiment à les empêcher de s'introduire dans sa chambre, mais là elle a tellement peur qu'elle ne fait rien. Elle essaye de faire comme si elle n'était pas dans la chambre, elle reste cachée. Elle essaye de maîtriser sa respiration pour avoir la respiration la plus calme possible pour que les intrus qui se trouvent dans sa chambre ne sachent pas qu'elle est réveillée. Elle essaye d'écouter tout ce que les intrus font dans la chambre et elle se rend compte qu'en fait ils sont en train de cambrioler la maison. Elle entend que les deux individus qui sont là bougent ses affaires et de temps à autre, très discrètement bien sûr, Barbara essaie de jeter un petit coup d'œil pour voir à quoi ressemblent les individus. Elle voit qu'ils ont des grosses huites, qui sont assez robustes et imposants. Ils avaient des casquettes de baseball. À un moment, croyant entendre un bruit, ils se sont retournés et ont éclairé Barbara qui était dans son lit. Barbara, bien sûr, a réussi à se cacher avant de se faire démasquer, et après cela, ils n'ont plus jamais pointé la lampe de poche sur Barbara. Après quelques minutes qui ont semblé une éternité, ils ont enfin quitté la chambre de la jeune fille. Elle les entend toujours marcher dans la maison, aller dans la chambre des frères et sœurs de Barbara pour voir s'il n'y aurait pas par hasard des objets de valeur. Barbara, elle est toujours dans son lit, ne sachant pas quoi faire, elle est encore tétanisée de ce qui vient de se passer. Elle veut attraper son téléphone pour appeler son père qui est dans sa chambre au rez-de-chaussée. Elle voulait faire sonner l'alarme, elle voulait faire plein de choses, mais elle avait tellement peur qu'en fait elle ne pouvait rien faire, elle n'en avait pas la force. Et là, étrangement, elle ne sait pas pour quelle raison, si c'est qu'elle avait trop peur ou qu'elle a eu une montée d'adrénaline, elle n'en sait pas, mais elle s'est endormie. Parce que la seule chose qu'elle se souvient après ça, c'est s'être réveillée à 6 h du matin. Elle entend ses parents qui sont au rez-de-chaussée, Barbara se lève, se précipite pour aller les voir, elle leur demande si c'est eux qui sont allés dans la chambre pendant la nuit. Ses parents ont commencé à avoir le visage un peu pâle et lui ont dit non, c'était pas nous. Barbara fond en larmes et explique toute l'horreur qu'elle a vécue pendant cette nuit-là à ses parents. Les parents ont bien sûr appelé la police, mais
ils n'ont pas pu faire grand chose malheureusement. Les parents ont raconté que quand eux se sont réveillés, ils ont vu que tous les placards étaient ouverts, les fenêtres, les portes, des objets avaient été brisés, enfin vraiment il y avait un sacré carnage. Mais ce qui va être un peu plus inquiétant, c'est ce qu'ils ont trouvé en bas de l'escalier. Ils ont trouvé un grand sac qui contenait du ruban adhésif et une clé USB qui était vide, qui n'avait aucune donnée dessus. Barbara préfère ne pas réfléchir à ce à quoi ces éléments étaient censés servir, mais ce qui est encore plus étrange, c'est que les intrus n'ont rien cambriolé du tout, ils n'ont rien pris du tout. Et apparemment, ils sont partis, ayant laissé le sac près de l'escalier, en précipitation. C'est assez étrange quand même comme histoire. Ça a pris une semaine à Barbara pour pouvoir dormir dans sa chambre seule de nouveau, parce qu'elle sent comme si son intimité avait été attaquée. Elle se sent pas bien du tout alors qu'elle est censée être en sécurité dans sa chambre, dans sa maison. Là elle se sent pas du tout en sécurité, elle est pas bien. Le sort de sanctuaire un peu que représente notre chambre, c'est un peu notre zone, notre endroit, a été totalement sali par ces intrus. Depuis ce jour en tout cas, Barbara dort toujours avec près d'elle un spray au poivre, vous savez, une sorte de petite bombe qu'on peut mettre dans les yeux des agresseurs et c'est censé leur piquer pour qu'on puisse ne pas se faire agresser. Et elle dort toujours avec à côté d'elle une machette, rien que ça. À chaque fois elle vérifie les serrures 2 ou 3 fois. Elle n'a jamais revu ces hommes, ils ne se sont jamais réintroduits dans la maison, mais en tout cas ce qu'elle nous dit c'est que si jamais un jour elle était amenée à les recroiser, plus jamais elle ne serait tétanisée comme elle l'a été et qu'elle cette fois-ci agirait. Les amis, c'était la fin de cette histoire, c'était une histoire assez folle. Après ce qui m'intrigue un petit peu, c'est pourquoi les intrus sont partis comme ça, assez en précipitation. Après je suppose que le ruban adhésif c'était éventuellement pour attacher les parents et Barbara si jamais ils se réveillaient. Après la clé USB, je ne sais pas du tout à quoi ça pourrait servir, peut-être que c'était pour essayer d'accéder aux ordinateurs et voler, je sais pas, des codes bancaires, ce genre de choses, c'est possible, ou peut-être des documents importants si les parents en avaient par rapport à leur travail. Après, qu'est-ce qui aurait pu expliquer que ces intrus partent de manière assez précipitée? Peut-être qu'ils auraient vu un voisin qui aurait vu du mouvement dans la maison, qui aurait regardé, ça les aurait inquiétés, et du coup, ils se seraient enfuis précipitamment. C'est possible. Je vois pas forcément pour quelles raisons les intrus auraient pu s'enfuir comme ça en laissant leurs affaires, ça reste assez mystérieux. Dans cette première histoire, on va voir le récit de Emily. Emily avait entre 15 et 16 ans au moment des faits, et de temps en temps, avec ses amis, elle souhaitait acheter de l'alcool. L'âge légal pour en acheter auprès des vendeurs était de 18 ans, donc forcément elle n'avait pas l'âge. Donc elle et ses amis utilisaient un stratagème pour pouvoir s'en procurer. Ce qu'elle faisait, parce qu'elle n'avait pas de fausse carte d'identité ou quoi, c'est qu'elle demandait à des personnes majeures si elles pouvaient leur en acheter pour elle, et ensuite en sortant du magasin, leur donner la bouteille. Un jour, ils ont donc mis en place cette stratégie, elles ont obtenu leur bouteille, et il était aux alentours de 18 h dans une rue plutôt bondée. Donc, pour des filles mineures, boire de l'alcool dans une rue bondée, c'était assez compliqué. Donc, ce qu'elle voulait faire, c'était en fait mettre l'alcool dans une bouteille, que ce soit d'eau ou de soda, pour que ça passe inaperçu. Mais elle pouvait pas faire cette manipulation en pleine rue. Du coup, généralement, quand elles faisaient ce genre de stratagème, elles allaient dans un restaurant, dans un bar pour aller aux toilettes, et c'est là qu'elles faisaient leur manipulation. Cette fois-ci, elles ont décidé de se rendre dans un fast-food bien connu, le McDo. Elles arrivent donc au McDo, elles rentrent dans le restaurant, elles se dirigent directement aux toilettes, dans les toilettes des femmes bien sûr, et c'est quelque chose qu'ils avaient déjà fait plein de fois, donc elles étaient habituées, elles avaient déjà les gestes en main. Emily était avec 2 amies, Harriet et Cara, et ces 2 filles faisaient justement les manipulations pendant que Emily, elle, faisait le guet. Tout se passait parfaitement bien, le McDonald's n'avait rien remarqué parce que il était assez rempli, et rien d'inhabituel dans un McDo de voir 3 adolescentes qui se dirigent aux toilettes. Ils sont toujours en train de faire leur manipulation quand à un moment donné, Emily entend un bruit qui va attirer son attention. Le bruit vient d'au-dessus d'elle, du toit, mais elle se dit que c'est peut-être l'air conditionné qui fait un petit bruit, du coup elle décide de ne pas s'y intéresser plus que ça. Le petit groupe a enfin terminé de mettre l'alcool dans des bouteilles moins suspicieuses quand un bruit étrange, différent du premier bruit qu'elles ont entendu, va se faire entendre. Avant même que les 3 filles aient le temps de regarder d'où vient le bruit, elles entendent une voix d'homme qui dit « Où allez-vous les filles ?» Emily regarde tout de suite au plafond, d'où vient la voix, et elle voit un haut de visage et des yeux qui la regardent directement. Emily est assez choquée. T'es dans les toilettes du McDonald's tranquillement et tu vois un mec dans le plafond. Du coup, elle regarde un peu autour, comment ça se fait que cet homme est là. Et en fait, l'homme était caché dans les plafonds du toilette du McDonald's. Le groupe de filles est totalement choqué. Forcément, c'est quand même super inhabituel. Et l'homme, qui est au plafond, continue la conversation. Il demande comment les filles s'appellent, où est-ce qu'elles vont,
et s'il peut venir avec elle. De ce que nous dit Emily, cet homme avait quand même l'air d'avoir la trentaine. Donc ça peut être assez perturbant pour un homme de 30 ans de demander s'il peut aller faire la fête avec des adolescentes de 15-16 ans. Emily, qui était adolescente, qui se sentait un peu intouchable, dit à l'homme que c'est un pervers, et je suis plutôt d'accord avec elle, et lui dit clairement d'aller se faire voir. Mais là, l'homme va avoir une réaction vraiment assez dérangeante, c'est que ce que lui dit Emily, ça a l'air un peu de l'exciter. Est-ce que vous ressentez le malaise en vous? Clairement, je le ressens là. D'ailleurs, on ne voit pas le reste de son corps, mais en tout cas, Emily entend que dans le plafond, il gigote. Et j'ai ma petite idée sur ce qu'il faisait, mais libre à vous de vous en faire votre propre avis. Le regard de l'homme sur la jeune fille est vraiment très insistant, et les trois filles sont un peu hésitantes à donner l'alerte aux responsables du McDonald's, parce qu'elles se disent qu'elles étaient dans les toilettes à faire quelque chose de pas très légal, parce qu'en plus de ça, elles roulaient de quoi fumer. Donc elles se disaient, on n'est peut-être pas dans la meilleure des postures. La chose qui fait le plus peur au groupe de filles, c'est que leurs parents apprennent ce qu'elles faisaient et se faire fâcher, se faire punir et tout ce qui s'ensuit. Bon, clairement, il y a plein de questions qui se posent dans leur tête, on va pas se mentir. Là, leurs pensées sont interrompues parce que l'homme va reposer encore une question, il va demander quel âge elles ont. Il demande également où elles vivent et s'il pourrait prendre une petite gorgée de leur préparation, fumer avec elles. Un vrai pervers, hein, on va pas se mentir. Les trois filles ne répondent pas et là, l'homme commence à sortir de sa cachette. Il commence à enlever quelques morceaux de plafond pour pouvoir sortir plus facilement. Et les filles ont remarqué que son pantalon ne se trouvait pas forcément à la place où il aurait dû être. Les filles, pour elles, c'en est trop. Elles quittent les toilettes et le McDonald's. Elles sont juste à l'extérieur du restaurant, devant. Elles se disent que c'est totalement fou ce qu'elles viennent de vivre. Et là, Emily va avoir une pensée plutôt responsable. C'est qu'elle se dit, attends, ce mec, il se cache dans les toilettes des femmes. Nous, on y est allé, mais le McDonald's, il ferme assez tard. Et du coup, il va y avoir beaucoup d'enfants, de femmes qui vont aller aux toilettes et cet homme va être là en train de les regarder. Et en plus, elles savent pertinemment quel comportement il a dans son plafond. Du coup, elles décident finalement d'aller prévenir un responsable du McDonald's. Emily va demander à quelqu'un qui travaille là-bas d'aller aux toilettes, qu'il y a quelqu'un qui se cache dans le plafond, qu'elle était en train de passer un appel téléphonique, qu'elle a remarqué qu'il y avait quelqu'un. Comme ça, elles ont un petit alibi pour s'être rendues aux toilettes. Et là, à la très grande surprise d'Emily, les employés n'étaient pas choqués ou apeurés, ils semblaient plus agacés en fait par la situation. C'est-à-dire qu'en fait, ces employés, c'est comme si ils savaient qu'il y avait cet homme-là qui allait régulièrement dans le plafond des toilettes et qu'ils avaient dû le déloger plusieurs fois et du coup ils disaient oh non, il est encore là. Ça veut dire que ce mec-là n'était pas du tout à sa première journée de voyeurisme. Du coup, des employés du McDo se sont dirigés dans les toilettes et à partir de là, Emily et ses amis se sont dit que maintenant ils géraient la situation et elles sont parties. Aujourd'hui, elles vont toujours occasionnellement à ce McDonald's et elles n'ont plus jamais entendu parler ou vu cette personne. Donc est-ce qu'il a été arrêté par la police ou qu'il ne va plus juste simplement sur ce spot là? C'est un mystère. Moi qui ai été un habitué du McDo, je pense que maintenant c'est uniquement emporté. Mais au moins vous êtes prévenus, dès que vous allez dans un fast-food, un restaurant, regardez un peu au plafond, on sait jamais que pendant que vous y êtes, quelqu'un vous observe. Dans cette seconde histoire, on va parler de kidnapping. Cette histoire est le récit de Sophie qui avait 4 ans au moment des faits, donc vraiment un tout petit bout de chou. Ses parents s'étaient séparés et son père, on va dire que ce n'était pas forcément le père idéal. Il avait quelques petites histoires avec l'alcool et la drogue. Du coup, la plupart du temps, Sophie était chez sa mère et pendant les vacances, elle allait chez son père. C'était donc en période de vacances scolaires, Sophie était donc chez son père depuis déjà quelques jours. Elle était dans un parc en train de jouer avec son cousin quand à un moment donné, une voiture s'est garée près d'elle. Et elle a reconnu un homme au volant qui était un ami de son père. Donc cet homme lui disait clairement quelque chose. L'homme l'a interpellé, lui a dit de se rapprocher de la voiture. Et Sophie, connaissant l'homme, sans aucune arrière-pensée, y est allée. L'homme lui demande si elle peut lui indiquer la route pour aller chez son père. Sophie, qui est vraiment petite, a pas forcément les bonnes réactions, dit « Ok ». Et déjà, je pense que vous sentez le truc venir. L'homme et Sophie prennent la route, Sophie lui donne la direction pour se rendre chez son père, sauf que l'homme étrangement ne respecte pas du tout ses indications. On a un petit problème. En fait, son père vivait un peu en extérieur de la ville et l'homme, au contraire, se dirigeait vers le centre-ville. Après un petit moment quand même, la voiture s'est garée devant une maison qu'elle ne connaissait pas et l'homme a dit à Sophie d'attendre dans la voiture. Sophie a dit d'accord et pour une raison qu'elle ignore, elle ne se sentait pas en insécurité à ce moment-là. Un peu plus tard, il lui dit de sortir de la voiture et de rentrer avec lui dans la maison. Et c'est en rentrant dans cette fameuse maison qu'elle va se sentir un peu plus en danger. Et vous allez vite comprendre pourquoi. La première chose qu'elle voit en rentrant dans la maison, c'est deux filles qui étaient évanouies sur un canapé, torse nu, et un homme vieux qui les reniflait autour. Est-ce que vous visualisez un petit peu le spectacle auquel elle a dû faire face? Moi un petit peu, et je peux vous dire que ça me met pas trop à l'aise. À un moment donné, l'homme s'arrête et regarde Sophie et ça lui donne comme des petits mots à l'estomac. Je pense que c'est logique, hein. Une femme est sortie d'une pièce, a emmené Sophie dans une chambre
et lui a donné un sandwich. Forcément, quand tu arrives dans un endroit comme ça, je pense que la première chose à laquelle tu penses, c'est pas manger. Mais bon, vu qu'elle ne se sentait pas en sécurité, elle mangeait quand même. La femme a dit pas mal de choses à Sophie, mais Sophie ne se souvient pas vraiment de ce qu'elle lui avait dit. En fait, elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait là. En tout cas, ce que la dame lui dit, pour sûr, c'est que son père allait venir la chercher rapidement. Sophie patiente donc seule dans la chambre, et à un moment donné, elle s'endort. Elle a pas passé une très belle nuit, d'ailleurs elle a fait pipi au lit. Elle a 4 ans, hein, rappelez-vous. Et ce qui l'a traumatisée, c'est que le lendemain, personne n'est venu la voir, lui a proposé de prendre une douche, de se changer, ils l'ont laissé dans son urine. Quoi de mieux? Après ce douloureux réveil, tout est un peu flou dans la tête de Sophie parce que son père ne vient pas du tout la chercher. Et du coup, elle a de plus en plus peur. Elle se dit, mais on m'a oublié, qu'est-ce qui se passe? Elle a l'impression d'être dans cette chambre depuis des mois. Les gens qui l'hébergent, on ne sait pas trop pourquoi, la nourrissent avec des sandwichs, des chips, mais bon voilà, c'est pas forcément les repas les plus simples pour une jeune fille de 4 ans, et on ne lui dit rien, on ne lui donne aucune nouvelle, pourquoi son père ne vient pas la récupérer. Elle a donc l'impression que ça dure des mois alors qu'en fait ça n'a duré que 5 jours, ce qui est quand même déjà énorme pour une jeune fille. En plus de ça, dans cette situation, au bout d'une attente interminable, la femme qui s'occupait de Sophie vient la voir et lui dit que quelqu'un est venu la récupérer, et là, après avoir mis un pied à l'extérieur de la chambre, Sophie sent l'odeur de sa mère. L'histoire finit bien parce que Sophie repart avec sa mère et elle n'a plus de contact après cela avec son père, mais je vais vous révéler en fait l'entièreté de cette histoire qui est assez folle. Sophie ne se doutait de rien et vous allez voir qu'en fait tout ce qui s'est passé c'est ça qui est le plus dingue dans cette histoire. En fait la mère de Sophie s'inquiétait parce que Sophie devait prendre un vol d'avion pour rentrer chez elle, sauf qu'elle l'a manqué donc forcément ça a inquiété la mère, donc elle a traversé vraiment tout le pays pour aller la récupérer. Elle a trouvé son père à l'appartement de sa petite copine qui était totalement défoncé et qui se cachait. En fait c'est que ce père avait des contacts pas très recommandables et du coup il devait beaucoup d'argent à des personnes et ces personnes-là étaient typiquement les personnes qui ont enlevé Sophie. Ces personnes-là lui ont dit qu'il lui rendrait sa fille quand il aurait remboursé ses dettes, sauf que son père, il s'en foutait royalement. Il n'avait aucune intention de rembourser ses dettes et de récupérer sa fille. Heureusement, la mère de Sophie aime sa fille, du coup elle a payé les dettes du père à sa place pour la récupérer. Et je suppose que vous vous en doutez, mais voilà, Sophie a fait quand même pas mal de thérapie après cela pour se remettre de ce qui s'est passé, pour essayer de mettre, même quand elle était plus vieille, des mots sur ce qu'elle avait vécu, et elle se dit que pour une fille de 4 ans, c'est quelque chose que tu n'aurais jamais dû vivre, très clairement. Et ça, c'est une histoire de fou. Je te dis, il y a tellement de choses dans cette histoire qui ne vont pas. Déjà, bon, le père qui a des problèmes d'argent, ça peut arriver. Après, il doit de l'argent à des gens qui sont tellement mal intentionnés qu'ils vont kidnapper une petite fille de 4 ans. Et ensuite, le père, lui, il s'en fout totalement de récupérer sa fille. Ça veut dire qu'il n'a aucune considération pour elle. Ça, c'est quelque chose de... c'est dingue. Dans ce troisième et dernier récit, on va voir l'histoire de Scarlett. Scarlett vivait avec son petit ami qui était professeur dans un lycée, qui était à 15 minutes de train. Il rentrait généralement plutôt à la même heure, donc ils avaient leur petite routine tranquille où ils savaient à quelle heure l'un et l'autre rentraient. Scarlett, elle, travaillait directement de chez elle. L'histoire s'est passée en janvier et au moment des faits, elle s'était bien embrouillée avec son petit ami. Elle sait juste que c'est un sujet stupide sur lequel ils se sont embrouillés, mais typiquement un type de sujet, voilà, que tu vas aborder en t'embrouillant, mais le lendemain t'en parles plus. Donc on était en après-midi, Scarlett était tranquillement en train de travailler sur son ordi, dans son lit tranquillement, et étant un mardi ce jour-là, elle se disait que son petit ami devait finir sa dernière heure de cours à 13 h. Elle se dit donc, en calculant un peu son temps de trajet, tout ça, qu'il devrait être là vers 14 h 30. Mais, de manière assez surprenante, elle va entendre à 13 h un son, quelqu'un qui rentre chez elle. Elle se dit, ah peut-être que son dernier cours a été annulé, du coup il est rentré plus tôt. Elle se dit que son petit ami, et dans sa tête elle réfléchit pas plus que ça au fait que son petit ami est rentré plus tôt ou pas, elle se dit juste comment on va commencer la conversation, sachant que la dernière fois qu'ils se sont parlé, ils s'étaient embrouillés. Du coup Scarlett attend dans le lit en train de continuer son travail en se disant que son petit ami va venir dans la chambre, pour se changer, parler un petit peu avec elle, normal. La porte de la chambre était fermée, elle portait des écouteurs où elle écoutait un peu de la musique généralement quand elle faisait son travail. Mais la musique est assez basse, du coup elle peut entendre s'il y a de l'activité dans la maison. Et là, elle entend des bruits de pas, mais vraiment très lents. Comme si quelqu'un cherchait à ne pas se faire entendre. Scarlett dit que si elle n'était pas en train de se préparer mentalement à la conversation post-embrouille avec son petit ami, elle aurait remarqué justement le fait que les bruits de pas étaient assez lents, mais là elle n'y prête pas forcément attention. Il faut toujours être aux aguets, bordel. Scarlett attend que son petit ami arrive dans la chambre. Jusqu'au moment du coup où ce moment arrive. Elle entend la poignée de porte
qui tourne et la porte qui s'ouvre vraiment délicatement, comme si on essayait de ne faire aucun bruit. Scarlett se retourne, regarde la porte qui est vraiment ouverte de quelques centimètres, elle se prépare à lancer une petite phrase pour dire ah on s'est embrouillé pendant 24 heures mais vraiment pour en rigoler, pour essayer de détendre l'atmosphère, mais elle est assez interloquée que la porte ne continue pas de s'ouvrir, elle s'est arrêtée au bout de quelques centimètres. Et là elle voit une main sur la porte, mais une main de femme, avec des ongles ayant du vernis rouge. Et à sa connaissance, son petit ami a des mains d'homme et ne met pas de vernis. Donc Scarlett se dit, alerte rouge, ce n'est peut-être pas mon petit ami. Étonnamment, Scarlett ne réagit pas, et la personne qui a ouvert la porte la referme. T'as peut-être un cambrioleur chez toi, mais au moins il est poli. Il voit que t'es dans une pièce, il te dérange pas. Là, Scarlett réalise ce qui vient de se passer, elle enlève ses écouteurs, elle saute du lit, elle se demande un peu ce qui vient de se passer là, qu'est-ce qu'elle vient de vivre. Elle confirme dans sa tête que c'est pas son petit ami, effectivement il y a un peu de temps, le temps de processer la chose. Et elle se dit donc, peut-être que c'est sa mère ou sa sœur, et elle se dit, bah oui ça doit être sa mère ou sa sœur. Et du coup, elle décide de partir à la rencontre de la personne, de sortir de la chambre, elle va donc dans la pièce à vivre, dans le salon. Et là, étrangement, il n'y a personne, rien du tout, aucun bruit. Mais il y a quand même une odeur assez présente, un parfum qu'elle reconnaît, un parfum de femme. Et c'est là qu'elle va se dire, bah attends une seconde Scarlett, sa mère et sa soeur ils ont pas les clés de la maison. Donc il n'y a aucune raison qu'ils rentrent comme ça dans la maison, ils auraient sonné de toute manière. Donc elle se dit très clairement, il y a un intrus. Et ça je pense que c'est le genre de pensée quand tu réalises ça, qui te met vraiment de gros frissons et tu te dis qu'il faut agir très rapidement. Du coup ce que Scarlett décide de faire c'est de partir dans la chambre de nouveau, fermer la porte et aller sur le balcon. Bien qu'il fasse très froid dehors, elle se dit qu'elle va attendre là et qu'au moins elle est en sécurité. Et que si elle doit fuir, elle peut sauter par le balcon. Elle avait son téléphone portable, elle décide donc d'appeler son petit ami et lui demande est-ce que ta mère ou ta soeur doivent venir à la maison. Ce à quoi son petit ami bien sûr répond non, pas du tout. Scarlett lui raconte donc tout ce qui s'est passé et là le petit ami dit bouge pas, reste là où t'es, j'appelle la police. Le petit ami est donc arrivé en même temps que la police sur les lieux, la police a retourné l'appartement, mais ils n'ont rien trouvé. Et ce qui est étrange, c'est que l'intrus qui est rentré dans la maison n'a rien cambriolé du tout. Tout est à sa place, et pour autant ils avaient une sorte de boîte où ils mettaient de l'argent. Je sais pas si en France il y en a qui font ça, mais aux États-Unis on voit ça généralement dans les séries ou les films. Vous savez, une sorte de bocal où dès qu'on dit une insulte, on met une pièce, ou sinon on met des économies pour partir en vacances. Enfin voilà, ils avaient cette sorte de petite boîte qui était en place alors qu'il y avait dedans pas mal d'argent. C'est comme si l'intrus était rentré dans la maison et s'était dirigé directement vers la chambre. Et qu'en fait, en voyant qu'elle était occupée par Scarlett, se serait enfui ensuite directement. Quelques jours plus tard, alors qu'ils sont en train de dîner, Scarlett et son petit ami vont avoir une conversation qui va donner du sens à tout ce qui s'est passé. Le petit ami lui dit « S'il te plaît, ne flippe pas, mais je ne t'ai pas dit toute la vérité. » Et moi, la vérité, je vais vous la dire. Il dit qu'il y a une paire de ciseaux orange qui a disparu, des ciseaux de cuisine. Et en fait, cette paire de ciseaux a été retrouvée par ce petit ami dans le sac d'une de ses étudiantes. Il a prévenu la police qui a interrogé la fille. En fait, cette histoire, encore une fois, plein de surprises. C'est qu'en fait, il y a une étudiante du petit ami Scarlett qui a eu une mauvaise note. Et bon, on va pas se mentir, elle avait un peu elle était pas très sereine dans sa tête. Du coup, elle voulait se venger. Elle avait donc suivi ce professeur pour voir où il vivait. Et elle avait décidé clairement de s'infiltrer chez lui et de se cacher dans sa chambre pour l'agresser de nuit avec justement une arme, un couteau qui se trouvait sur place. Donc en fait, quand cette fille s'est introduite chez Scarlett, elle ne savait pas que Scarlett était là. Elle ne savait même pas qui était Scarlett et son existence. Elle s'est introduite dans la maison, discrètement, elle s'est saisie d'une paire de ciseaux, et en fait, elle voulait aller dans la chambre, se cacher sous le lit, attendre que le petit ami rentre le soir, faire sa petite vie, aller se coucher, et une fois qu'il serait endormie, elle serait sortie et l'aurait probablement assassiné. Mais en fait, en voyant qu'il y avait quelqu'un, qu'il y avait Scarlett qui était là, son plan était tombé à l'eau, du coup elle est repartie d'où elle venait, et en fait elle voulait peut-être attaquer le professeur à un autre moment, du coup elle avait toujours les fameux ciseaux sur elle. Et malheureusement pour elle, mais heureusement pour le reste du monde, c'est ce qui l'a trahi, et c'est comme ça qu'elle a été identifiée et arrêtée. Scarlett ne pouvait sûrement pas se douter de toute cette situation, mais en tout cas, son petit ami avait un peu mener l'enquête entre guillemets de son côté, et ça c'est ce qui fait plaisir, c'est le principal dans ce genre d'histoire. Après on peut se poser des petites questions, bien sûr on n'aura pas de réponse, mais que se serait-il passé si la jeune étudiante se serait dit il y a quelqu'un dans la chambre, bah les steaks, j'y vais, ça aurait pu peut-être mal finir pour Scarlett.